pas la politique s'intéressera à vous, mesdames et messieurs. C'est par cet adage que nous ouvrons cette émission plateau spécial d'ici jeudi. Merci d'être nombreux en train de suivre cette émission qui vous permet justement d'avoir des analyses et réflexions sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, notre cher pays. Et comme vous le savez, le chef de l'État a ouvert ses consultations annoncées depuis le vendredi dernier et il a ouvert ses consultations depuis le lundi. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. On en parlera avec mes invités sur ces plateaux, mais nous parlerons également de certaines questions liées à l'actualité sociale de notre pays, de RDC, mais pourquoi pas parler également de l'élection présidentielle des États-Unis. Comme vous le savez, Joe Biden et Donald Trump se battent pour justement avoir la Maison Blanche. Jusque-là, on n'a pas le résultat définitif, mais on en parlera quand même avec mes invités sur ces plateaux. D'ailleurs, nous allons commencer avec cette question. Je dis bonsoir, mes invités sont au nombre de 2. Je commence par Patrick Mazombole, le président des CUSPVK, une structure qui soutient Vital Kamerhe et l'UNC, son parti cher. Patrick Mazombole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers camarades, et bonsoir, mon collaborateur et tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, sans oublier ma grande famille de CSPVK qui ne cesse de nous soutenir dans la lutte contre les antivaleurs. La lutte contre les antivaleurs, pendant ce temps, celui que vous soutenez est toujours malade. Vous avez réclamé, comme son parti également, qu'on puisse accorder cette possibilité d'aller se faire soigner, chose qu'il n'a toujours pas obtenue. Comment réagissez-vous? Oui, c'est là où nous nous posons la question, où est l'état des droits que tout le monde chante jour et nuit? L'état des droits, c'est de respecter les devoirs et les obligations des autres, des uns et des autres. L'état des droits, c'est de protéger même un condamné lorsqu'il est malade, lorsqu'il nécessite de le faire sortir du pays pour aller suivre ses soins. L'état des droits lui accorde ce privilège. Et quand nous regardons ce qui se passe dans notre pays, nous commençons à nous poser la question, cet état des droits est pour les uns et pas pour les autres. C'est l'état des droits à double vitesse, l'état des droits tribal, l'état des droits de la haine. Alors, ce sont des questions que la plupart des Congolais se posent jusqu'au jour d'aujourd'hui à ce qui concerne celui qui a bâti un grand travail, le pacificateur Vital Kamerhe Lwakaningini King, que j'appelle affectueusement Mwalimu. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre cela, mais nous, c'est par conviction que nous avions choisi d'être derrière cet oiseau rare pour que nous puissions apprendre de lui ce que lui a appris aux autres. La révolution a bouffé ses enfants. C'est comme ça que les gens voient les choses. Vital Kamerhe, comme vous dites là, il a quand même, c'est beaucoup investi pour obtenir cette première alternance pacifique aux sommets de l'État. Aujourd'hui, vous entendre en train de vous plaindre qu'il n'a même pas le droit d'aller se faire soigner, doit-on comprendre aujourd'hui que la révolution est en train de bouffer ses enfants? Bien sûr, parce que tout celui qui réfléchit dans ce sens, il vous dira que la révolution, il vous dira que les dignes fils du pays qui se sont bâtis pendant des années pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à l'alternance au pouvoir, se posent des questions. Pourquoi celui qui était au four et au moulin, si on les traite comme ça, c'est comme dans la Bible, les gens disaient, si les arbres secs et frais se brûlent, qu'adviendra-t-il les arbres secs? Et c'est ça la réponse. Merci Patrick Mazombole. C'était pour moi une façon de vous introduire dans cette émission plateau spécial. Je dis bonsoir à Ben Rand. Lui, il est coordonnateur du mouvement citoyen ENAF. Bienvenue sur ces plateaux. Bonsoir Prince, merci beaucoup. Merci à mon collaborateur en face. Bonsoir à tous. Alors déjà, je suis étonné puisque j'avais beaucoup souhaité vous voir hier lorsque le chef de l'État recevait vos collègues de mouvement citoyen. Vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas représentatif.
Écoutez, Prince, le président de la République a ouvert des concertations pour lesquelles il a dit recevoir toutes les organisations et toutes les personnalités représentatives. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir été représenté par mes éminents collègues, mes camarades qui ont été reçus par le président de la République. Et au nom de tous, je crois qu'ils ont porté le message de l'ensemble du mouvement citoyen. Il n'y a pas unanimité entre nous, mais il y a plutôt convergence. Il y a beaucoup de points de convergence entre le message que mes amis de la Lucha, mes amis de Filimbi, mes amis de Echa, de Respublica et mes amis de Veranda Muchanga ont amené au président de la République. Je crois qu'il y a beaucoup de divergences. Le message que j'aurais dû porter, le message que le mouvement INAF pouvait porter au président de la République, je crois que ce message a été porté par ses amis qui étaient présents. Nous allons revenir sur cette question après, mais nous commençons avec cette question concernant la présidentielle aux États-Unis. C'est quand même important qu'on puisse placer un petit mot. Comment analysez-vous cette présidentielle ? Oui, moi je pense que dans cette présidentielle américaine, il y a une très très grande leçon qu'il faut tirer. Ce que la démocratie n'est jamais un combat gagné d'avance, ce n'est jamais un acquis. La démocratie c'est toujours un combat perpétuel, un combat qu'il faut mener, puisque lorsque vous prenez un peu, vous rechinez un peu, lorsque vous dormez sur vos lauriers, il y a toujours cet esprit malin des dictatures, pas forcément de la dictature, mais aussi je vais dire, outrepasser les valeurs démocratiques qui peuvent s'imposer. C'est inédit dans l'histoire contemporaine des États-Unis. Aujourd'hui, les Américains ont peur. Aujourd'hui, les Américains redoutent une sorte de violence post-électorale. C'est une preuve que nous devons apprendre, nous Congolais. Nous avons, c'est vrai, mené un combat qui nous a mené à une alternance, que l'on a voulu pacifique. Il faut savoir que ce combat doit être perpétuel. Nous devons continuer de cette manière-là. Et ça, c'est sur le point de vue de la leçon que nous devons retenir parce que les gens commencent à avoir peur de la réaction de Donald Trump. Jusqu'à maintenant, l'actuel président américain n'a pas pris l'engagement de respecter ou de passer pacifiquement le pouvoir s'il perdait à l'élection. Maintenant, autre chose. Il parle de fraude. Oui, faut-il... C'est ce qui étonne quand même aussi, c'est pratiquement pour la première fois, pour certains en tout cas, d'entendre ça d'un candidat président de la République aux États-Unis. Parler de fraude. On parle quand même des États-Unis d'Amérique là. Ça étonne quand même. Ça étonne, c'est très étonnant, mais il faut rappeler que le président Trump lui-même a été contesté. On a pensé que la Russie avait interféré dans l'élection de Donald Trump jusqu'aujourd'hui. Donc lui-même, il est arrivé au pouvoir avec quelques brins de contestation. Et donc aujourd'hui, que lui qui est au pouvoir redoute de fraude, voilà, il y a des questions à se poser. Mais je crois que c'est un tournant. C'est un tournant aux États-Unis. Donald Trump est un président inédit. D'aucuns pensent que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est prémédité. On verra ce que va donner la suite. Mais je me rends aussi compte que les Congolais sont très attentifs vis-à-vis du résultat américain. C'est peut-être parce que nous avons toujours été dépendants des Occidentaux. Ça étonne quand même. Si jamais Biden passait, qu'est-ce que le Congo gagne ? Ou l'Afrique carrément. Parce que tu as raison lorsque tu dis que les Congolais sont très attentifs, mais si jamais il passait, qu'est-ce que l'Afrique gagne ou le Congo ? Écoutez, Donald Trump, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a dit « Make America Great Again ». Pour lui, c'est les États-Unis d'abord. Pour lui, c'est les Américains d'abord. Vous savez très bien qu'il a voulu construire de murs de séparation entre le Mexique et son pays, les États-Unis. Donc il faut vraiment que l'on mette dans la tête qu'aucun président américain ne travaillera pour les intérêts de l'Afrique ou du Congo. Nous avons eu Barack Obama qui était entre guillemets un black. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'a rien fait de consistant pour l'Afrique. En réalité, c'est un président américain. Il travaille d'abord pour les Américains. Et aux États-Unis, la politique extérieure reste la même. C'est de dire les intérêts, tout ce pays-là, le pays du tiers-monde, partout où les États-Unis interviennent, pour eux, tous ces pays-là doivent travailler pour l'intérêt des États-Unis. Tous ces pays-là doivent, au fait, apporter des choses aux États-Unis. Cependant, il y a une question de leadership en Afrique. C'est à ce niveau-là qu'il y a une petite différence. Ce que les démocrates sont reconnus ou sont connus pour leur penchant rwandophone. Et ça, c'est très important, il faut que les gens le sachent. Le démocrate, la famille Clinton surtout, qui était très influente dans le rang démocrate, les Clinton, les démocrates sont très rwandophones. Ils ont un penchant rwandophone. Pour eux, le leadership africain doit être mené par le Rwanda. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Lorsque Donald Trump est arrivé, il a eu le temps de démanteler le Rwanda parce que
Il estime que le président rwandais lui-même est un sanguinaire. Et donc, il a mis un accent sur un autre leadership. Il s'est notamment ouvert vers le président de l'Angola. Et même un autre accent était en train d'être mis sur l'actuel président du Congo, qui a été, vous le savez très bien, beaucoup de Congolais savent que le président Tshisekedi alors, si jamais il partait, cet accent risque de tomber par terre. Peut-être qu'on aura beaucoup de mal si jamais Joe Biden reprenait avec la politique de Clinton, qui est de donner au fait au Rwanda un certain pouvoir vis-à-vis du Congo. Merci Ben Brian. Patrick Mazombo, même question par rapport placer un petit mot par rapport à la présidentielle aux États-Unis. Même question que j'ai posée à Ben. Si jamais Joe Biden passait, qu'est-ce que la RDC gagne? Et si jamais Trump quittait également le pouvoir, qu'est-ce que la RDC perd? Moi, je pense, comme mon co-débatteur a si bien souligné, que les Américains, ils ont leur politique et tout tourne tout autour de l'administration américaine. Quel que soit le président qui passera, il ne va pas changer la conduite de l'administration américaine. Et ce que nous devons savoir est que Trump a été contesté aussi, et jusqu'à aller en justice avec ses adversaires, compte tenu de fraudes qui avaient eu lieu entre la Russie et les États-Unis. Alors, moi, tout ce qui m'étonne, c'est de voir que lui, qui a commencé à proclamer sa victoire avant même la publication des résultats, et aujourd'hui, il ne cesse de crier aux fraudes. Alors, ça augure quelque chose. Comment vous allez commencer à crier aux fraudes, ainsi de suite, pendant que le résultat final n'est pas encore donné? Alors, moi, je crains que l'Amérique puisse aujourd'hui tomber dans le piège des Africains. Parce que ça finit comment ça? Tomber dans le piège des Africains? Oui, parce que on peut assister à des désordres comme ça. Oui, ça s'annonce déjà. Parce que l'effet de ne pas reconnaître, de ne pas accepter que les résultats qui seront publiés engagent tous les deux parties, ça pose problème. Alors, quant à nous, nous ne pouvons nous attendre de rien, ni à Biden, ni à Donald Trump. Mais lorsque Ben a essayé de donner un exemple ici par rapport à la famille Clinton ou par rapport aux démocrates, qui ont très souvent soutenu le Rwandais, disons ça comme ça. Et aujourd'hui, si Donald Trump partait, lui quand même, qui avait aussi quand même, qui a jusque-là, a donné aussi son cœur à la RDC via son président Félix Tshisekedi, les choses peuvent changer quand même, Patrick Mazombo. Non, moi je pense que la famille Bill Clinton n'est pas la famille... mais elle est très influente au niveau en tant que démocrate. Oui, ça dépendra de notre diplomatie vis-à-vis de celui qui va passer comme président de la République des États-Unis. Parce que c'est la diplomatie qui va déterminer, qui va montrer que même celui qui va entrer, quels sont les intérêts des Américains vis-à-vis de la RDC à la hauteur déjà, puisque nous sommes très souvent critiqués aussi sur ces points-là. Oui, apparemment c'est le chef de l'État lui-même qui fait le gros du travail. Oui, c'est parce qu'on ne sent pas le ministre des Affaires étrangères bouger la diplomatie congolaise. Et nous voulions avoir quelqu'un vraiment... des combattants, quelqu'un qui maîtrise la diplomatie pour essayer de mettre la batterie en marche. Vous ne sentez pas la ministre des Affaires étrangères, ça sort de la bouche du président d'une plateforme qui soutient Vital Kamerhe, alors que le cash ou le chef de l'État ne cesse de dire que le blocage vient du FCC, mais cette dame est d'élue de PES. Oui, moi je ne fais pas... Ça contredit quand même ceux-là qui pensent que c'est le FCC qui bloque le chef de l'État. Moi je ne fais pas le fanatisme des individus, mais j'analyse la situation diplomatique de notre pays. Parce qu'on ne sent pas cette diplomatie bouger le monde. Parce que nous nous attendons à cette diplomatie pour d'abord pénétrer aux États-Unis, à la Maison Blanche, pour changer les donnes. Parce que si le Rwanda aujourd'hui est adopté par la famille Bill Clinton, pourquoi pas la famille
Mais c'est ce qu'il est en train de... ne peut pas adopter les Congolais. Vous dites que vous ne sentez pas la diplomatie congolaise. Aujourd'hui, la RDC et les États-Unis ont de nouveaux... comment dirais-je, leurs relations militaires ont repris comme c'était le cas avant. Ce n'est pas une avancée significative. Ça reste à vérifier. Oui, parce qu'il ne faut pas suivre les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis en RDC. On a suivi le média, on a vu comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est la politique des États-Unis en ce qui concerne les engagements de la défense. Ça se traite au Sénat, à la Chambre des présidents des représentants des États-Unis. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais suivi là où les chambres se sont donné la position vis-à-vis de ces accords. Merci Patrick Mazombo. Alors passons au sujet du jour. Les consultations, analyses et réflexions. Le chef de l'État, comme il avait annoncé ces consultations, il a bel et bien, elles ont bien et bien débuté depuis le début de la semaine, donc le lundi. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. Il a reçu les anciens présidents, les anciens candidats à la présidentielle de 2018. Il a reçu les artistes comédiens. Il a reçu le journaliste. Il a reçu même Jean-Pierre Bemba, le président national du MLC. On pensait que c'était la crise politique et qu'il fallait avoir une solution aussi politique. Mais lorsque le chef de l'État commence à recevoir même les artistes comédiens, ça signifie quoi? Est-ce qu'il s'est écarté même de ce qu'il avait dit le vendredi dernier? Ah voilà, mais ça c'est une très bonne question. Mais vous savez, le président Tshisekedi a dit qu'il allait s'entretenir, qu'il allait consulter le couche, enfin, les leaders les plus représentatifs. Vous savez, c'est une crise politique, mais les mouvements citoyens ont été reçus. Je ne pense pas que c'est plus que c'est de la politique active. Je pense aussi qu'il a voulu ouvrir le champ à tout le monde. Vous savez ce que le président Tshisekedi fait aujourd'hui? Je le lui ai recommandé, hein, pas directement, mais j'aurais bien voulu qu'en tant que président, quelqu'un qui arrive au pouvoir en venant de l'opposition, j'aurais recommandé que Tshisekedi fasse ses consultations avant de mettre en place son bilan, son programme. Tshisekedi aurait dû commencer par là. Ça aurait ressemblé à des états de lieu. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, un pouvoir qu'on vous a cédé après 18 ans, vous arrivez après que votre prédécesseur ait commis beaucoup de bavures et trop de des besognes. Il aurait dû commencer par ces genres de consultations. Je crois que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux les savent, j'avais recommandé cela. Mais maintenant, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Peut-être qu'il est en train de se rattraper. Mais vous avez totalement raison, c'est une crise politique. Mais est-ce que les Congolais qui ne font pas de la politique active n'ont pas leur mot à dire? Je me dis que c'est toujours possible et que c'est toujours bien d'entendre la voix de tout le monde. Vous savez, il a consulté les chefs des églises, les chefs des confessions religieuses. Ces gens qui ne font pas de la politique, mais qui ont une certaine voix à porter, qui portent entre guillemets, qui portent la voix de leurs fidèles. Des gens qui ont une certaine expérience à donner. Vous prenez l'exemple de quelqu'un comme le cardinal émérite, Monseigneur Motsengo. Il a une certaine expérience, vu sa carrière, vu son très long parcours dans les institutions de ce pays. Et donc, je pense que quelque part, il serait mieux d'entendre les autres, même si l'accent est plus mis sur les politiques. Vous vous rendrez bien compte. Parler d'un état de lieu. Oui. Moi, je crois que c'est un peu ça. Mais alors, mais ces états de lieu, ça arrive très tard. Ça arrive très tard, mais comme je l'ai dit. Est-ce que après ces processus, oui, on pourra justement, le chef de l'État pourra mettre terme à cette crise qui existe entre la coalition, entre les membres de la coalition cachée? Oui, mais c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est dans cette coalition entre le FCC et le CACH. C'est là le vrai problème. Mais ici maintenant, Tshisekedi vient faire recours aux autres Congolais qu'il a laissés, qu'il n'a pas consulté. Parce que lorsqu'il est allé se mettre en coalition avec le FCC, il y est allé de manière unilatérale. Il y est allé sans consulter les autres. Il est allé sans consulter le Congolais. Aujourd'hui, quelle solution pourrait donner ces consultations? C'est soit de dire, nous continuons avec la coalition parce qu'elle est salvatrice pour le pays. C'est soit de dire, nous mettons fin à la coalition, nous allons en cohabitation, et voilà, c'est les résultats des élections. C'est soit de dire, je vais dissoudre l'Assemblée nationale,
et on va réorganiser de nouvelles élections. Il y a des hypothèses. Ou encore, c'est de dire, nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale dans lequel le gouvernement, tout le monde, je vais dire, toutes les branches, toutes les couches vont participer. Comme ça, on prend le meilleur de tout le côté et on essaie de résoudre la question. Peut-être que c'est... Voilà, je donne ici les alternatives que Tshisekedi a en face de lui. Mais s'il avait posé cette question avant, s'il avait consulté en amont, je dis consulter en amont, qu'est-ce que ça veut dire? S'il avait consulté par exemple ses pairs de l'opposition, même si on sait bien qu'à la veille des élections, ils étaient en froid, mais ce sont des hommes politiques, ce sont des hommes d'État. Ils pouvaient consulter Bemba, Katumbi, les autres, ils pouvaient avoir au moins leur opinion. Peut-être qu'à l'époque, ces gens-là lui auront dit « allons-y en cohabitation, c'est mieux ». Voilà, mais comme vous savez, en politique, les accords se font et se défendent. Il a pris le risque de conclure cet accord avec le FCC. Aujourd'hui, maintenant... Vous parlez du risque. C'est un risque, alors, évidemment. Partagez-vous ces points de vue. Conclure un accord avec le FCC, c'est un risque que le chef de l'État avait pris. Bon, moi je dirais que qui ne risque rien n'a rien. Bon, il a pris les risques parce qu'il n'y avait plus d'autres moyens de faire. Mais tout ce que moi je me pose comme question, avant de consulter l'ensemble du peuple congolais, comme on l'a dit, est-ce que le chef de l'État a eu le temps d'abord de consulter, de faire l'évaluation entre les caches dont lui il est l'autorité morale? Il devait commencer par évaluer. Il devrait d'abord commencer à faire l'évaluation de l'accord de cache. Parce qu'avant d'aller laver l'extérieur de la maison, on commence d'abord par l'intérieur. Alors, à partir de là, il allait voir avec ses partenaires de cache qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, maintenant, il allait élargir consultation avec ces... Mais comment voulez-vous que le chef de l'État a évalué le cash alors que visiblement, lors de son dernier discours le vendredi dernier, il a visiblement fait comprendre à la population que c'est le FCC qui bloquait justement sa vision. Donc, quelque part, le cash n'a pas de problème si on comprend mieux le chef de l'État. Si le cash n'a pas de problème, on allait le savoir tous. Justement, il a clairement dit que... Oui, ça m'engage que moi. Ok, ça, c'est mes analyses. C'est aussi mes questions. Oui. Le peuple a besoin d'avoir aussi maintenant, mes questions. Pour élargir les consultations, c'est bon. Votre problème, c'est Vital Kamerhe, alors je comprends. Je vois que... Parce que là, revenons par l'arrière. C'est Vital Kamerhe votre problème, apparemment. Quand vous parlez d'évaluer l'accord du vous voulez faire allusion à Vital Kamerhe. C'est avec Vital Kamerhe qu'ils ont signé les accords de cash. Ok. Alors, il fallait d'abord consulter celui à qui vous avez signé les accords ensemble. Là, je comprends assez bien maintenant. Et maintenant, voir est-ce que ces accords que vous avez signés ensemble pour former le cash qui vous a amené au pouvoir est respecté. Et que ça marche. Parce qu'il ne faut pas se voiler le visage. Nous devons nous dire des vérités. C'est à partir des caches, dans les caches, on allait lui dire des vérités peut-être que les autres sont incapables de dire à haute voix. Alors il n'a pas évalué le cash, il n'a pas consulté Vital Kamerhe. Il n'a pas consulté. À ma possession, je ne pense pas qu'il a consulté Vital Kamerhe. Doit-on comprendre qu'il faudrait déjà commencer aussi à oublier l'accord de Nairobi ou le cash carrément? Parce que si jamais ces consultations aboutissaient à l'union sacrée de la nation comme le veut le chef de l'État, que deviendra le cash? Alors c'est là où je vous dis, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu combien de consultations, combien de conférences, combien de dialogues, combien de... Je ne sais pas comment compter les conciliables qu'il y a eu dans ce pays et qui n'a abouti à rien. Non. Et tout cela, les peuples congolais ne se sont pas retrouvés jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis un prophète de malheur. Un prophète de malheur. Je ne suis pas un prophète de malheur parce que je lis l'histoire de notre pays. Les peuples congolais ne se sont jamais retrouvés dans ces accords.
Allez demander les enseignants, les infirmiers, les fonctionnaires de l'État, les policiers et militaires, les infirmiers, les médecins. Est-ce que depuis qu'on a commencé avec des consultations, des dialogues, est-ce qu'on a déjà mis sur la table les salaires, les vécus quotidiens de ces catégories de personnes? Mais apparemment, c'est ce qui est en train de faire avec le consultation. Quand on reçoit, par exemple, le président de la FEC, il dit au chef de l'État clairement que l'argent a peur de bruit, a peur de bottes. C'est aussi une façon de dire au chef de l'État de mettre terme d'abord à la crise politique, et ça permettrait justement aux investisseurs de venir investir en RDC. Quand même, il y a une particularité, comme m'a dit ici Ben, c'est comme un état des lieux, n'est-ce pas? Oui, cet état des lieux, c'est avec cette couche de population que je venais de vous citer, qui allait donner des pistes de sortie des crises au président de la République. Parce que les politiciens là ne vont là-bas que pour chercher leur positionnement. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas sincères? Non, combien de fois ils ont trahi, combien de fois ils ont vraiment déçu le peuple congolais. Quand ils passent à la télé, ils commencent à donner, moi je vais faire ceci, moi je suis ceci. Même flatter l'actuel président de la République. Ils sont là, en train de les flatter. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent aussi à entrer dans le beefsteak. Mais le peuple congolais continue à souffrir, les taux de dollars ne fait que grimper, le prix des chinchards, de Thomson, de sucre, de sel au marché ne fait que monter. Alors, qui a les soucis de ce peuple? Merci Patrick Mazombo. Qui a le souci du peuple congolais? C'est une question à vous poser. Ben Bran, apparemment, Olenga Nkoy, le président du CENSA, avait raison lorsqu'il a demandé au chef de l'État de consulter aussi son partenaire, l'ancien président Kabila. Puisque s'il y a la crise au sein de la coalition KHFCC, donc quand même il fallait que Félix Tshisekedi et Kabila se rencontrent. Oui. Avant de consulter d'autres personnes. Olenga Nkoy n'a pas tort, mais il n'a pas raison non plus. Il faut surtout pas dire qu'il a raison, parce qu'on sait combien de fois Kabila et Tshisekedi se sont rencontrés. On sait combien de fois ils se sont concertés à eux deux. Mais comme Tshisekedi l'a bien dit, ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays n'appartient pas au FCC ou au CACH. Mon co-débatteur qui veut que le président puisse consulter le CACH, j'ai envie de vous rappeler ici que les consultations sont menées par le président de la République. Elles ne sont pas menées par l'autorité morale du CACH. Les consultations ne sont pas menées par une partie à l'accord. Les consultations sont menées par le président de la République. Je pense que Tshisekedi a très bien inhibé ça. Il a très bien compris la hauteur d'un chef d'État, d'un président de la République. C'est là peut-être le sens de ce qu'il a fait aujourd'hui en recevant ses anciens challengers. En recevant des gens comme Théodore Ngoï, vous savez, il n'a pas mis de gants aujourd'hui, Théodore Ngoï, vis-à-vis du président de la République. Il lui a par exemple rappelé que la crise actuelle vient du fait que Tshisekedi a nommé le dernier juge, même si moi j'ai un point de vue tout à fait contraire. Vous avez quelqu'un comme Seth Kikouni qui n'a pas mis de gants non plus, qui n'a pas mâché les mots vis-à-vis du président de la République. Vous avez quelqu'un comme Olenga Nkoy. Il y a des gens qui viennent, qui disent au président ce qu'ils pensent sincèrement. Il y a mes amis excusez-moi, il y a mes amis de mouvements citoyens qui n'ont pas mis le gant lorsqu'il fallait parler au président de la République. Il y en a même qui lui ont soumis un cahier des charges alors très volumineux. Donc je pense qu'il y a des gens effectivement qui rencontrent le président dans sa posture du président de la République. Et je pense que le CACH, tout comme le FCC, peuvent être consultés comme Jean-Pierre Bemba l'a été. Jean-Pierre Bemba représente quand même le MLC. C'est un parti politique, mais c'est pas n'importe lequel. Je crois aussi qu'il viendra peut-être le tour du FCC, s'ils acceptent, viendra peut-être le tour du CACH ou peut-être de l'UNC. J'espère bien. Mais dans tout le cas, le pays ne pouvait pas être pris en otage par Kabila et Tshisekedi. Parce que ces deux personnes-là se sont rencontrées à maintes reprises et ils n'ont pas résolu. À quel niveau le pays a été pris en otage? Oui, mais nous allons prendre à quel niveau? Je vais vous expliquer à quel niveau. Personnellement, vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous expliquer. À quel niveau? C'est ce que disait mon co-débatteur tout à l'heure. Il y a le taux de dollars par exemple qui ne fait que grimper, il y a cette instabilité économique que nous connaissons, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui se battent à la tête du pays. Il y a un gouvernement hybride
qui ne correspond pas à la réalité parlementaire. Ce que ça veut dire la réalité parlementaire, c'est qu'au Parlement, il y a le FCC qui fait sa loi, et au gouvernement, il y a des hypocrites qui font semblant de servir le pays, mais en même temps qui obéissent aux ordres du FCC, en même temps qui obéissent aux ordres d'un camp politique, des gens qui ont des fonctions d'un ministre, ce sont des fonctions étatiques, mais qui obéissent aux ordres d'une autorité morale d'un camp politique, c'est inacceptable. C'est là que le pays est pris en otage. Les gens sont en train de souffrir, le peuple souffre, l'insécurité est toujours grandissante, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui se battent pour des intérêts. Combien d'épisodes de conflits nous avons connus ici? Vous avez l'épisode de Ronsard Malonda, il y a des gens qui se battent, il y a les tout derniers épisodes, les juges à la Cour constitutionnelle, il y a l'épisode de Kabound qui a été invincé, il y a l'épisode de... l'ancien vice-premier ministre de la Justice qui a été contraint à la démission. Vous voyez que ce sont des gens qui se rendent coup pour coup, ce sont des gens qui se rendent l'un après l'autre, et pendant ce temps, les gens souffrent, pendant ce temps, il y a de l'insécurité. C'est là, c'est à ce niveau-là que le pays est pris en otage. Et donc, pour sortir le pays de ce gouffre-là, pour sortir le pays du joug du FCC et du cash, je dis bien du FCC et du cash parce que c'est cette coalition-là qui prend en otage le pays. Pour sortir le pays de cette crise-là, il faut au minimum, je dis au minimum, il faut qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Lequel gouvernement? Et comment ça va se passer? Comment est-ce que Kabila... Comment ça va se passer? Puisqu'aujourd'hui, il y a déjà le FCC qui se réclame majoritaire au niveau du Parlement. Je me pose la question, comment ça va se passer? Donc il faudrait quand même que le chef de l'État débauche. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Alors expliquez, aidez-moi à comprendre. Je donnerai également la parole à Patrick Mazombo. Aidez-moi à comprendre comment ça va se passer, ces gouvernements de l'Union nationale, qui se dit majoritaire au Parlement. Oui, le FCC est peut-être majoritaire au Parlement, mais au sein du FCC, il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui se sont bien rendus compte au sein du FCC que l'action, que le pays ne marche pas comme il se devrait. Il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Vous avez des gens comme Thomas Lokondo, vous avez des gens comme Patrick Mouyaya qui font partie du FCC, mais qui ont accepté de mener en amont et en avant le groupe de 13. Vous vous rappelez le groupe de 13 qui ont mené des consultations parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Vous voyez, ces gens-là, ils sont sortis du carcan, ils sont sortis au fait du chemin tracé. Il y a des gens aujourd'hui comme les sénateurs, comment on l'appelle, Jean-Pierre Lola Kisaka, peut-être, voilà. Ce sont des gens qui sortent au fait, qui sortent de ces lignes tracées. Ce sont des gens qui, eux, peuvent faire passer au Parlement un gouvernement d'union nationale. Parce qu'en réalité, l'accord FCC-CACH, c'est quoi? C'est aussi dire que personne ne sera nommé dans les instances de prise de décision s'il ne fait pas partie de l'accord FCC-CACH. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si nous avons des intelligences, même si nous avons des ingéniosités dans d'autres camps politiques, on ne peut pas les nommer parce qu'ils ne font pas partie du FCC-CACH. Jamais dans l'histoire de notre pays, depuis 1960, aucune famille politique uniquement a dirigé ce pays. Merci. Alors, pendant ces temps à l'UNC, ou encore à ces partis chers, à celui que vous soutenez plutôt, vous demandez que Vital Kamerhe soit libéré pour prendre part à ces consultations. Et moi, je me pose la question, comment ça va se passer? Vous demandez au chef de l'État de bafouer la justice, carrément. Oui, je pense que je vais un peu rebondir sur ce que mon co-débatteur a dit en citant les noms de quelques individus du Parlement. Ok, voilà. Non, tout ce que vous venez de citer là, ce sont des mécontents parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans leur camp de FCC. Ils n'ont pas eu les postes ministériels, ils n'ont pas eu C'est comme ça que... Plus Mouabilou est ministre. Non, plus Mouabilou, lui, il a désobéi à leur ligne de conduite. Moi, je ne peux pas entrer dans leur cuisine interne. Mais parmi ceux que vous avez cités là-bas, moi, je sais que la plupart, ce sont des indécis. Thomas Lokondo était mécontent. Parce qu'il était candidat à président de l'Assemblée nationale et on l'avait privé de cela. Tu vois, un pays peut avoir un comportement qui n'est pas ce qui partage le FCC. Moi, je ne fais pas l'avocat du FCC, mais je connais la mentalité de nos politiciens. Lorsqu'ils ne trouvent pas ses intérêts, ils changent les camps. Ce sont les gens que je demande au président de la République de faire attention avec eux. Ce sont des flatteurs, ce sont des menteurs. Passent là-bas et non pas bon, ils vont dire bon, nous étions les premiers à quitter la barque du FCC pour vous rejoindre. Non, c'est faux.
Alors là, je reviens. Alors, parlons un peu de Vital Kamerhe, qui est malade. Qui est malade, mais quand même, son parti, quelques-uns de son parti, veulent assez qu'il participe à ces consultations en homme libre. Je me pose la question, comment ça va se passer? Vous soutenez l'UNC, vous soutenez Vital Kamerhe. Il faudrait que le chef de l'État bafoue un peu la justice. Non, le chef de l'État ne peut pas bafouer la justice parce que nous avions entendu parler de la campagne du chef de l'État qu'il va instaurer la vraie justice. Et c'est cette vraie justice que nous voulons que ça s'applique. La vraie justice qui n'est pas tribale, la vraie justice qui n'est pas de la haine, la vraie justice qui n'est pas des règlements des comptes, la vraie justice qui est l'église au milieu du village. Parce que ces dossiers que nous avions décriés, nous tous ces jours, et nous jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas respecté l'état des droits, qui n'a pas respecté même la Constitution. Et c'est comme ça que les avocats de Vital Kamerhe ont interjeté appel parce que ce qu'ils avaient prononcé comme leur discours n'était pas conforme à la Constitution et aux lois et aux règlements du pays. Et ils ont vu ces juges-là qui ont condamné. Ils ont suivi comment les peuples congolais ont manifesté pour demander la libération pure et simple, l'acquittement de Vital Kamerhe. Maintenant, ils ont obéi aux besoins des peuples congolais. Ils rendent justice au nom du peuple congolais ou bien à leur non. Si toute la République marche, manifeste pour demander la libération de Vital Kamerhe, mais vous les juges, vous décidez de vos propres grés de prononcer une condamnation qui n'est pas conforme. Mais justement, maintenant, Vital Kamerhe doit prendre part à ces consultations. D'ailleurs, oui. Plusieurs personnes le souhaitent ainsi. Comment ça va se passer? C'est là où je vais appeler à la sagesse du chef de l'État, Félix Antoine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, quel est le dossier, les problèmes à cette question. Les problèmes aujourd'hui de la consultation. Qu'il ne s'embrouille pas avec tel. Non. Il n'a qu'à utiliser ce que la Bible nous dit. En Égypte, à telle époque, il y avait un roi Pharaon qui était dépassé de la crise dans son pays. Et quelque part, on est venu lui dire que non, pour résoudre ce problème, il y a un intelligent, il y a un sage, il y a un type là qui, qui explique, qui interprète le songe. Okay. Si vous autorisez seulement à ce messieurs de quitter là-bas, il vous dira ce qu'il faut faire et la solution va se faire. C'est Vital Kamerhe. Et ce monsieur était Joseph. Non. Et c'est aujourd'hui, moi je te dis, pour les problèmes de consultation de notre pays, de la politique de notre pays, il n'a qu'à user de son pouvoir que lui confère la Constitution, de faire sortir Vital Kamerhe de là où il est en train de croupir, pour qu'il vienne et lui dire voici moi Namboka tala eloko yoto salaki ndenge nini po mboka izonga bien non, c'est cette sagesse là qu'il a besoin pour l'aider à parachever son mandat. Merci. Est-ce que c'est possible, Ben? Écoutez, je posais la question à plusieurs reprises. Est-ce que c'est possible? Parce que quand même aujourd'hui, l'UNC ou encore les gens qui soutiennent Vital Kamerhe réclament sa présence à ces consultations. Mais il est condamné, même si le procès est encore en appel. Mais est-ce que le chef d'État peut s'impliquer pour sa libération? Dans une république qui se veut un état de droit, dans un pays qui se veut un état de droit, j'ai envie de dire qu'il est recommandé. Il est recommandé au pouvoir exécutif et même à tout le pouvoir de ne pas s'immiscer des affaires d'autres pouvoirs. Ça s'appelle la séparation de pouvoir. Même si le président de la République est le magistrat suprême, qu'il peut, en vertu de la Constitution, accorder une grâce présidentielle à un détenu ou à un condamné, mais je crois qu'il est préférable de laisser la justice faire son travail. Et dans le cas sous examen, la justice est en train de faire son travail parce que le procès est en appel. Vous vous rappellerez très bien. Une fois j'étais sur votre plateau, j'ai plaidé pour la libération, je dis la relaxation de Vital Kamerhe pour des raisons sanitaires. Si M. Vital Kamerhe est malade et que son état nécessite
je ne sais pas moi, un transfert à l'étranger ou un traitement dans un endroit plus calme ou plutôt dans un endroit adéquat, je recommanderais vivement la République. Je recommanderais vivement à la République de faire libérer M. Vital Kamerhe pour qu'il ait droit à ce soin. Maintenant, si M. Vital Kamerhe doit être libéré pour participer aux consultations, je me dis que là, il y a un problème. Parce que dans ce cas, nous allons libérer tous les prisonniers. Ferons-nous de même avec Eddie Kapend pour qu'il participe aux consultations? Ferons-nous de même avec Henri Magie pour qu'il participe aux consultations? Ferons-nous de même avec l'ensemble de prisonniers dans la prison centrale de Makala? Ferons-nous de même avec tous ceux qui sont détenus sur l'ensemble du territoire? Je pense que non. Et c'est là le piège. M. Vital Kamerhe est un Congolais comme tous les autres, même s'il a eu à occuper des très grandes fonctions dans ce pays, même s'il peut faire preuve d'un certain tact politique, mais ça reste un Congolais. Le problème du Congo ne sera pas résolu par une seule personne, qui est M. Vital Kamerhe, que je connais très bien d'ailleurs, qui est un homme d'État. De là où il se trouve, M. Vital Kamerhe, de la cellule de prison où il se trouve, il est à mesure de faire ne serait-ce qu'une lettre au président de la République, lui dire: Monsieur le Président, si vous voulez une solution, faites ceci, faites ceci, faites ceci, voici ma contribution, je vous remercie. Et pour ça, je pense que là vous êtes allé trop loin. C'est-à-dire, Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui dans ce pays. Par tout ce qu'il a été, la République lui doit, ne fût-ce que de sauver sa santé. Mais il a dit... Je crois que ça, je l'ai dit. Alors, si vous me permettez... C'est ce que je dis. J'ai envie d'avoir ça. Répliquer, allez-y. Je vous donne la parole. Allez-y. Oui. Moi, je pense que ces pays, nous allons les construire en état tous ensemble. Vital Kamerhe, dans ce dossier sale des 100 jours que vous venez de soulever là, ce sont ceux qui ont la haine. Et ce sont les tribaux. C'est votre point de vue. Qui soulève cette question de la condamnation, parce que nous avions suivi les procès du début jusqu'à la fin. Et comment les avocats et la partie civile cherchaient, souffraient pour ne pas produire des preuves matérielles impliquant Vital Kamerhe dans les dossiers. Et même le prévenu, le Jamal avait reconnu avoir touché son argent. Mais justement, et pourquoi on doit aller suivre quelqu'un qui n'avait pas de lien avec vous l'avez suivi? Est-ce que vous l'avez bien suivi? Il a dit ceci. Je vais essayer de répéter ce qu'il a dit. S'il faudrait libérer Vital Kamerhe pour participer aux consultations, alors il faudrait libérer tous les prisonniers. Eddie Kapend, tous ceux-là qui sont en prison. Pour qu'ils apportent quoi à la consultation? Ce que Vital Kamerhe apporterait? Son expertise, son expérience, et il a été au four et au moulin de Sun City, d'Addis Abeba, de Lusaka, de partout. Il a joué un grand rôle. Même au dialogue de l'Union africaine. Il a été à la hauteur de l'article qui avait cloué Joseph Kabila en disant que Joseph Kabila ne se représentera plus au 3e mandat. C'était l'œuvre de Vital Kamerhe. On le lui reconnaît. Il faut savoir reconnaître les mérites de quelqu'un lorsqu'il est vivant. Il ne faut pas suivre seulement les mensonges et les calomnies pour chercher à écarter. Même vous avez suivi comment les avocats français de Jamal, ils ont dit on s'est servi de Jamal pour écarter Vital Kamerhe de la scène politique. Apaisez-vous Patrick Mazombo, nous sommes en train de chuter, mais une question qui me vient toujours là, c'est par rapport aux consultations. Apparemment la star, c'est Katumbi, l'homme que tout le monde attend. Il a annoncé pour demain, il sera à Kinshasa, demain c'est vendredi. Et qu'est-ce que Katumbi va apporter de plus dans ces consultations? Pourquoi tout le monde veut voir Katumbi être consulté par le chef de l'État? Pas tout le monde, mais une certaine catégorie de personnes. Katumbi est un acteur politique qui joue très bien son jeu politique. Il a beaucoup communiqué sur cette question. Il a mis un pactole. Je parle en termes d'argent. Il a sensibilisé, il a communiqué sur son arrivée demain à Kinshasa. Et ça, c'est des bonnes guerres. C'est un politique, il joue son jeu. Jean-Pierre Bemba ne l'a pas fait. On ne savait même pas qu'il sera réussi le jour où il a été réussi, donc il l'a fait incognito. C'est tout à son honneur. Mais si monsieur Katumbi veut communiquer et en faire et faire de lui la star de cet événement, c'est aussi de bonne guerre, c'est politique. Donc je pense que ce qu'il apporterait,
Il est un peu comme Vital Kamerhe, Moïse Katumbi. Il est parmi les personnes qui ont souffert de ce régime Kabila. Il n'a pas été autorisé à postuler. Il a été retenu en exil. Il a géré la province du Katanga. Il a ce qu'il a. Il est leader d'une grande plateforme politique. Il est Moïse Katumbi. Il apportera son opinion, qui ne peut pas être différent de l'opinion de la Simocel, par exemple. Cette opinion qu'il apportera ne sera peut-être pas aussi importante que ce que le mouvement citoyen ont dit. Ce que Moïse Katumbi amènera ne sera peut-être pas aussi pertinent que ce qu'a dit cette Kikouni. Mais écoutez, le président, il fait quoi? Il consulte, il entend tout le monde. Maintenant, après, ça dépend de ce qu'on dit dans la presse. Si dans le média, on veut faire passer comme si tel est plus important que l'autre et tel n'est pas plus important que l'autre, ça c'est une question de partisanerie. Et moi, si je vous dis par exemple que je suis fanatique de telle autre personne, voilà, il faut que ça soit lui la star parce que lui il apportera de meilleures solutions, parce que lui il apportera la baguette magique, il apportera la formule magique. Je peux me le permettre, je peux le dire. Moïse Katumbi n'apportera rien de spécial, rien de surnaturel, rien que l'on ait vécu dans ce pays. Il dira ce que lui il pense, comme les autres candidats à la présidentielle ont dit ce qu'ils pensaient aujourd'hui. Un dernier mot pour conclure cette émission, un dernier mot en 45 secondes. Oh là là, mais c'est très difficile de dire un dernier mot sur ce débat qui était très intéressant. Je crois que je vais éclairer une lanterne sur le cas de Vital Kamerhe et je vais le répéter. Si M. Kamerhe doit être libéré pour des soins de santé, je suis le premier à demander cela. Mais si M. Vital Kamerhe doit être libéré pour raison de participer aux consultations, je suis, et ça c'est mon avis, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il peut être consulté dès là où il se trouve. Mais maintenant, cela ne veut pas dire que la justice ne doit pas faire son travail. Merci Ben, je rappelle que vous êtes membre du mouvement citoyen INAF. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Un dernier mot également à Patrick Mazombo, président de la plateforme CUSPVK, une plateforme qui soutient Vital Kamerhe et son parti UNC. Un dernier mot. Oui, le dernier mot que je vais ajouter là-dessus, c'est de demander au président de la République d'user ses prérogatives pour la libération, l'acquittement pur et simple de Vital Kamerhe parce qu'il est innocent de tout ce qu'on lui a imputé. Quels que soient ces gens-là qui voulaient l'utiliser comme cobaye pour tester la justice de ce pays, moi je pense que c'est se tromper. Vital Kamerhe ne mérite pas ce qu'on lui fait subir aujourd'hui. Vital Kamerhe, c'est un fils du pays. Et c'est un grand leader. Malgré tout ce qu'on est en train de citer, oh, tel est venu, c'est question de voir la discipline du parti de Vital Kamerhe et ses alliés, de voir, depuis qu'ils ont commencé à revendiquer l'acquittement, la libération de Vital Kamerhe, on n'a jamais enregistré des casses, des bavures sur la route, des casses de maisons, de ceci, parce qu'on revendique la libération, l'acquittement de Vital Kamerhe. Moi, je pense le président de la République sera vraiment encore fier de retrouver son directeur de cabinet à ses côtés pour laver la honte même que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux avec les collaborateurs qui ne respectent pas l'autorité numéro 1 du pays. Ça nous a fait du mal au cœur de voir des collaborateurs devant celui que nous tous nous respectons. Et vous mettez dans vos chaises en train de causer et lui il passe. C'est lui maintenant qui se tient debout pour vous attendre vous. Merci. Moi je pense que ça sera dire la justice. Merci beaucoup Patrick Mazombo, président de CUSPVK, une plateforme qui soutient Vital Kamerhe. Merci également à Ben Brand, membre du mouvement citoyen INAF. Merci à vous qui avez suivi cette émission Plateau spécial. Bien que je suis souffrant, mais je n'ai pas voulu rater ces rendez-vous. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro. Suivez la rediffusion de cette émission à 2h du matin sur Canal Futur Télévision ou encore sur notre page, sur notre chaîne YouTube Canal Futur Télévision. Merci à Nicolas Bahati qui était derrière la caméra. Merci à toi également, Joël Makuna, qui a mixé et réalisé cette émission Plateau spécial. Continuez à m'écrire sur mon numéro WhatsApp 082 159 99 98 082 159 99 98 ou encore sur ma page Facebook Prince Mouelela Meji. Prince Mouelela Meji. On se retrouve le lundi prochain. Au revoir et bonne soirée chez vous.